Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de découvrir, la plateforme Axelor et les différentes fonctionnalités qu'elle va proposer nativement. Heu, Évidemment, ce sera difficile en 1 heure de voir l'intégralité de ce que sait faire cette plateforme, mais l'objectif, c'est de vous donner une bonne vision des capacités, de ce bel outil et de tout le périmètre fonctionnel qu'il est en capacité de couvrir dans le cadre de votre projet, dans le cadre de vos, besoins. Donc pour les généralités, je vais me présenter, hein. Pour commencer, je suis Malcolm Laurent, responsable de l'avant-vente chez Axelor et je serai le démonstrateur d'aujourd'hui. J'ai la lourde charge de vous présenter notre outil. Donc Axelor, pour, un petit rappel, est une entreprise française, heu et donc souveraine qui propose du coup cette plateforme open source Axelor, heu, permettant aux entreprises, de toute taille et aux différentes institutions publiques de piloter, leurs processus et d'organiser leur activité. Donc cette plateforme, est une solution web, donc elle est accessible au travers de n'importe quel navigateur, internet. Elle peut être utilisée également en mode responsive, c'est-à-dire via un terminal portable comme, un téléphone, un smartphone ou une tablette et dispose également d'une application mobile téléchargeable sur, Google, Play, et Apple Store. Donc il va être possible de se connecter, sur cette plateforme au travers, de son identification via un identifiant, un mot de passe. L'intérêt principal étant d'avoir une gestion des droits qui va pouvoir être assez fine sur cet outil et permettre à chaque utilisateur ou chaque groupe de disposer de droits qui lui sont bien spécifiques et de ne pas avoir accès à l'intégralité de la plateforme. Donc cette démonstration se fera en mode administrateur, donc je vais avoir énormément de droits et de capacités pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc la connexion permet de, se rendre sur une page d'accueil qui est entièrement personnalisable. Celle-ci présente quelques graphiques sur, le détail des ventes des différents produits qui sont référencés sur la plateforme. Elle va néanmoins permettre, au niveau de différentes configurations, de gérer plusieurs cas de figure différents, notamment le fait de remplacer la langue qui est affichée. Par défaut, cette application est entièrement traduite en anglais et en français. On va retrouver aussi la capacité à basculer sur une autre société si jamais vos besoins vous orientent vers une solution multi-société. Donc les deux sociétés seront communes, hein, sur le même environnement de travail avec une segmentation qui est assez stricte. On retrouvera derrière la capacité à modifier ce qu'on va appeler le thème, c'est-à-dire les couleurs, les affichages avec un niveau de personnalisation qui est très important. Au niveau de l'ergonomie, on va retrouver sur la gauche de l'écran les différents modules qui vont composer la suite Axelor. Donc, ils vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce que peut couvrir cette solution. Donc, on va venir adresser des besoins qui démarrent au niveau du débarrage du cycle commercial avec des besoins de CRM jusqu'à la partie comptabilité, facturation, gestion d'affaires, de stock, de production et beaucoup d'autres éléments. Donc, nous n'allons pas voir tous les modules aujourd'hui. On a plutôt essayé de dérouler un flux et voir de quelle manière les différentes briques sont interconnectées et la manière dont cet outil va piloter ces différents flux. Avant cela, pour terminer sur le point ergonomie, on va avoir la capacité sur cet outil d'avoir la présentation de l'information qui se fait de 4 grandes façons. La première façon, c'est de manière assez classique, telle qu'on va pouvoir l'imaginer sur Excel, avec des listes, des colonnes. On va retrouver une autre façon de présenter les éléments que je vais montrer juste après, qui est sous format carte. Donc on est plutôt axé sur une présentation visuelle des choses. On va retrouver également une présentation de type calendrier, qui va être tout à fait possible de représenter des événements et des éléments sur un calendrier pour se les représenter. Et la dernière, ça va être ce qu'on appelle le Kanban. Et donc tout élément qui va avoir un statut à suivre, hein, va pouvoir être déplacé de manière dynamique. Donc pour illustrer tout ça, on va pouvoir commencer notre flux au niveau de la partie CRM et voir une première chose qui va être les référentiels. Donc si on va au niveau du suivi client, on va pouvoir retrouver une liste ici de différentes entités qui sont assimilables à des clients. Et donc comme on le voit, on a une représentation très graphique, hein, des éléments avec une vue carte, un logo, des informations de contact. On peut basculer sur le premier type de vue que j'ai mentionné, c'est-à-dire la vue liste en un clic et donc retrouver des lignes, des colonnes avec possibilité de faire des recherches dans chacune des colonnes si on en a besoin, de venir également trier en cliquant dessus, voire même grouper pour avoir une segmentation plus précise des éléments. C'est accompagné de deux éléments intéressants. Le premier, c'est la capacité à créer des filtres sur mesure. Donc, il va être tout à fait possible de venir sélectionner des critères, par exemple la catégorie, et de venir
sélectionner des opérateurs. Alors, je souhaite uniquement les clients qui sont dans une catégorie de type administration, collectivité, association ou autre. Vous n'avez pas de limite dans le nombre de critères qui peuvent être utilisés. Vous pouvez derrière les sauvegarder pour en faire des filtres que vous pourrez réappeler à n'importe quel moment. Vous pouvez archiver, désarchiver des événements, des éléments, pardon, ce qui vous permettra d'éviter de les supprimer, conserver tous les liens qui auraient pu être créés par le passé, et vous avez capacité à venir exporter vos données en sélectionnant de manière précise les différents éléments qui vont vous intéresser pour pouvoir exporter au format CSV ou Excel l'intégralité de ces données. Partout où vous retrouverez une vue liste qui ressemble à celle-ci, vous pourrez faire cet export de données. Si l'on va se concentrer sur une fiche elle-même et qu'on vient rentrer dedans, on va retrouver une fiche client à cet endroit-là. On va retrouver beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations. Cette fiche est assez importante puisque c'est la fiche tiers. Le tiers est toutes les structures, toutes les sociétés qui ne sont pas la vôtre ou qui n'appartiennent pas au groupe de votre société. Donc pour la fiche de notre client test Apollo, on va retrouver son code, évidemment, son intitulé, un lien vers la comptabilité et le module comptabilité d'Axel. Donc, il va être possible de suivre le solde du tiers, donc qu'il soit débiteur lorsqu'il s'agit d'un client ou créditeur lorsqu'il s'agit d'un fournisseur, avec un lien vers toute la notion d'écriture comptable pour venir avoir une vue d'ensemble de quels sont les montants en cours avec ce tiers. On va pouvoir le catégoriser de plusieurs manières, donc client, fournisseur, tiers interne, s'il s'agit d'une société sœur par exemple, transporteur, factor, on peut aussi avoir une notion de prospect, de sous-traitant. Vous n'avez pas forcément de limitation sur les propriétés que vous pouvez taguer au niveau de vos différents tiers. L'idée étant de pouvoir les organiser et un tiers tagué client se retrouvera au niveau du CRM et du module vente. Un tiers tagué fournisseur se retrouvera au niveau du module achat. On retrouve à cet endroit-là des informations sur le tiers en lui-même et sa structure juridique. Donc, les différentes, informations, on va dire, réglementaires comme le numéro de SIRET, le code NAF, le numéro de TVA intracommunautaire s'il en a un, mais aussi la source, d'où vient ce tiers, à quel moment il a été créé, et à quel endroit et est-ce qu'il appartient par exemple à, une autre société? On va pouvoir ici venir lier plusieurs fiches entre elles et donc créer un lien côté Axelor avec capacité à venir faire des recherches via la loupe pour chercher parmi les différents tiers qui seraient la société mère et aussi visualiser directement avec un clic sur la petite feuille l'affiche, par exemple, de cette société mère qui porte bien une filiale qui est Apollo. On va retrouver en dessous la notion de contact. Donc les différents contacts eux, vont pouvoir être multiples. Vous avez le choix sur le nombre de contacts qui sont liés à une fiche. Chaque contact est, est une entité qui est indépendante. Vous retrouverez une fiche par contact. Un contact peut être rattaché à plusieurs tiers différents si son rôle varie entre ces différents tiers. Vous allez retrouver en dessous des informations de contact assez générales, donc notamment la notion d'adresse. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'adresses qui peuvent être renseignées sur une fiche tiers. Vous allez pouvoir les taguer en tant qu'adresse de facturation, de livraison ou simplement adresse principale favorite. Vous pouvez évidemment rajouter de nouvelles adresses au besoin, que ce soit en allant piocher sur la base d'adresses déjà existante ou en venant créer une nouvelle adresse directement depuis cet endroit-là. Les coordonnées de la société en elle-même, la langue qui sera utilisée notamment lorsque vous générez des documents et le propriétaire et personne en charge du suivi du compte. À cet endroit-là, vous retrouvez un champ qui s'appelle société qui permet de venir recenser qui sont les différentes entités en capacité d'interagir avec ce tiers lorsque l'on travaille en multisociété. Nous n'allons pas balayer l'intégralité des onglets, nous allons nous concentrer sur les principaux et en faire une synthèse. Ici, on retrouve les éléments qui concernent la facturation et les modalités de paiement de notre client, donc ses conditions de paiement, ses différents modes de paiement, les différentes factures qui sont en attente de paiement ou qui ont déjà été payées. Donc, si on vient cliquer dessus, au travers d'un bouton, on peut accéder à la liste des factures ainsi que leur statut de règlement assez rapidement. On retrouve à cet endroit-là les informations comptables, donc qui vont pouvoir se faire par société. Point important, ici, vous pouvez piloter l'encours de votre client et donc déterminer à partir de quel moment est-ce qu'il est nécessaire de bloquer son compte. Les blocages viendront se mettre dans la notion de blocage. On retrouve une notion événement qui est importante puisqu'elle va permettre à la fois côté commercial de venir lister les différentes interactions qui peuvent être faites comme des appels ou des réunions, mais elles peuvent aussi servir à n'importe quelle personne qui est en interaction avec ce tiers à mettre les éléments dans l'application pour que tout le monde y accède. Vous pouvez, avec un simple raccourci, venir créer de nouveaux événements, qu'il s'agisse d'appels, de réunions, de notes, de tâches, venir
venir indiquer quel est le, destinataire ou quelle est la personne qui a participé et si vous avez décidé de, connecter Axelor avec votre suite, par exemple Office 365 ou Google Suite, bah, de pouvoir envoyer directement l'invitation, depuis Axelor à la création de l'événement. On trouve une notion d'opportunité commerciale, donc elle est importante également puisqu'elle va permettre d'aller piloter le pipeline et donc d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui peut être potentiellement remporté en termes d'affaires dans les semaines, mois qui viennent. Donc pour celle-ci, elle est à titre d'exemple, mais elle va retrouver un statut qui est personnalisable, elle va retrouver un intitulé, un montant, une probabilité de succès et on va pouvoir y attacher des commandes ou des devis, venir y adosser des contrats et cet outil va vraiment servir de réservoir d'interaction avec le tiers dans le cadre d'un projet en particulier. L'onglet contrat va venir lister tout ce qui va concerner les contrats du client ou du fournisseur lorsqu'il l'est. Les emails, ça porte bien son nom, je n'en ai pas ici puisque la société n'existe pas réellement, je ne m'amuse pas à envoyer de mails dans le vide. Mais lorsque l'on a décidé de connecter Accelor avec une plateforme comme Office 365, on peut, via un bouton qui est ajouté par notre connecteur, redescendre un email directement dans Accelor pour que toutes les personnes qui en ont besoin retrouvent cet email à cet endroit-là. Lorsque l'on adressera un devis à Apollo, on verra qu'ici, le mail envoyé viendra se déverser à cet endroit-là. On retrouve un onglet client qui est important puisqu'il va permettre d'aller lister les prix de vente, c'est-à-dire toutes les conditions commerciales qui peuvent s'appliquer sur ce tiers. Donc, que ce soit des conditions ponctuelles, que ce soit des conditions qui ont une durée dans le temps ou qui soient uniquement sur une certaine catégorie de produits, vous allez pouvoir venir les lister ici pour automatiquement les récupérer en phase de devis. On retrouve ici l'historique des devis et des commandes qui ont pu être passées avec ce tiers. Donc en un clic, on peut venir accéder aux différents devis, avoir une vue sur ce qui a pu se passer, et on va continuer sur cet onglet-là un petit peu après avoir terminé la fiche tiers. On retrouve une notion de parc client, donc il va être possible de suivre tout ce qui a été installé chez ce client et toutes les interventions physiques de maintenance, par exemple, qui ont pu avoir lieu. Donc ce module peut avoir différentes vocations. En tout cas, il est branché directement sur la fiche tiers pour avoir une vue d'ensemble, hein, une vue 360 de notre tiers. Même chose au niveau des tickets qui vont, eux, servir au suivi des anomalies, hein, de tout ce qui peut avoir lieu lorsque, par exemple, le support client reçoit des appels. Et on retrouvera ici une notion de projet, d'affaires, de chantier, ça dépend la manière dont on l'appelle, sur laquelle on peut venir accéder pour avoir un autre davantage d'informations. J'aurai l'occasion de revenir dessus au cours de cette démonstration également. Nous allons retourner sur notre petit onglet ici, commande, puisque, comme on peut le voir, cette commande a suivi un workflow bien précis depuis le début. Elle est passée d'un devis brouillon à un devis finalisé qui a été envoyé et que l'on va pouvoir retrouver au niveau du trombone. Le trombone est un lien vers la gestion documentaire Accelor. Donc tous les objets de l'application sont liés à la GED et donc on peut directement accéder aux documents qui y sont stockés. Je peux visualiser, si j'en ai besoin, le devis qui a été envoyé à Apollo et donc ça me permet, directement de l'avoir, hein, sur mon écran et de pouvoir le télécharger si j'en ai besoin, voire l'imprimer si nécessaire. Je peux également l'envoyer par email si j'en ai le besoin. Lorsque mes, comptes mails sont synchronisés, je peux directement faire partir l'email d'Accelor et je retrouve d'autres informations, notamment une vue sur ce qui a été vendu, hein, à ce client. Lorsque l'on est venu constituer un nouveau devis, on va pouvoir le faire par exemple avec Apollo. Retournons ici. On peut venir créer un devis directement en passant par la fiche du client. On peut également passer directement par le module vente et la création de nouveaux devis. Ça permet aussi d'avoir une vue sur l'ensemble des devis de format carte, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut basculer sous format liste et le fait de grouper, par exemple, par client va permettre d'avoir des sous-totaux. Donc, ça nous permet de savoir exactement quel client a quelle quantité de devis dans la nature. La création d'un nouveau devis se fait de manière assez simple. On vient démarrer en devis brouillon, on vient sélectionner son client. On peut appeler sa référence soit en tapant son nom directement, soit en tapant son code parce qu'on le connaît. Donc ça permet d'aller assez vite lorsqu'on a une base de tiers assez importante. Le choix du tiers vient récupérer les éléments de sa fiche. Donc on vient ici récupérer le commercial en suivi, on vient récupérer les conditions de règlement, les liens. On peut rattacher un devis à une opportunité commerciale si nécessaire pour le suivi. On aura une vue sur les marges qui va venir s'incrémenter et des éléments sur les dates de création et de validité de l'offre. La création d'un devis se fait de manière simple. On peut sauvegarder à l'aide de la disquette si on en a la nécessité pour lui attribuer un numéro temporaire et on peut venir commencer à le constituer. La constitution de devis peut se faire de zéro, comme celle-ci, hein. Je peux tout à fait décider de venir sélectionner un produit
On va aller voir tout de suite ce qu'est un produit côté Axelor, mais je peux aussi partir de modèles de devis, dupliquer un devis déjà existant ou une commande pour partir de cette base-là. Je peux aussi passer par l'utilisation de configurateurs, l'utilisation de packs. Différentes options sont disponibles pour constituer des devis. L'ajout de cette ligne est venu alimenter un certain nombre d'informations et donc on va pouvoir aller regarder ce dont il s'agit lorsqu'on va regarder les articles et les prestations. Donc Axelor va permettre d'aller lister votre base produit, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez vendre physiquement et qui est matériellement tangible, mais aussi ce qui va être prestation de service que vous allez pouvoir vendre. Donc ici, on retrouve une liste assez éclectique d'éléments, hein, avec des cartouches d'encre, des bouteilles d'eau et des serveurs. L'idée étant de pouvoir retrouver assez rapidement ces éléments en passant aussi sur la vue liste et en ayant encore une fois cette capacité à venir faire du filtre, de l'export et de l'import, hein. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez tout à fait sélectionner un fichier Excel et venir manuellement mapper le fait que vous souhaitez importer une base article. Si l'on se concentre sur notre serveur en tapant par exemple ici, on va pouvoir accéder à sa fiche. Qu'est-ce que l'on trouve au niveau d'une fiche serveur? Donc plusieurs éléments. Premièrement, on va retrouver un code article et une dénomination. Vous avez possibilité à la volée d'ajouter des traductions si vous êtes amené à générer, par exemple, un devis dans une autre langue, vous avez différentes possibilités de catégoriser le produit. Est-ce qu'il s'agit d'un article ou d'une prestation? Est-ce qu'il s'agit d'un produit de type composant ou produit fini? Quelle est sa famille, sa catégorie? Et comment est-ce que vous vous en procurez? Est-ce que c'est quelque chose que vous fabriquez? Est-ce que c'est quelque chose que vous achetez? Ou est-ce que vous pouvez faire un peu des deux? Derrière, différents onglets qu'on ne va pas tous voir non plus permettent d'aller renseigner un maximum d'informations. Est-ce que l'article est vendable? À quel prix? Quelle devise? Quelle est l'unité si elle est différente de mon unité de stockage? Lorsque j'ai une commande client, comment est-ce que je l'honore? Est-ce que je vais puiser dans mes stocks? Est-ce que je n'ai pas de préférence? Est-ce que je vais produire? Est-ce que je vais faire un achat? Je retrouve une notion de produit complémentaire si besoin, une notion d'achat et de gestion du prix de revient. Ma référence est-elle achetable? Si oui, à quel prix? Quelle unité si elle est différente de mon unité de stock? Chez quel fournisseur je peux me fournir par défaut? Est-ce que j'ai des fournisseurs qui m'ont, par exemple, communiqué des éléments concernant leur catalogue, donc des prix, des quantités, des noms, des produits, des dates de modification pour que je puisse les référencer? Je retrouverai un onglet comptabilité si j'ai besoin de forcer des configurations comptables différentes de celles de la famille du produit. Sur la notion de stock, je vais avoir aussi énormément d'informations. Est-ce que c'est une référence que je gère? Quelle est son unité? On en a parlé juste avant. Quel est le type d'inventaire que je vais pouvoir mener sur cette référence? Est-ce que c'est des inventaires annuels? C'est-à-dire que pendant une période donnée, je vais bloquer les mouvements de stock pour pouvoir de manière précise inventorier le nombre d'unités. Ou est-ce que je vais plutôt procéder à des inventaires tournants un peu plus réguliers sans bloquer nécessairement les mouvements de stock? Je retrouve ici un prix moyen pondéré, donc qui va dépendre des coûts de fabrication si on en a ou des coûts d'achat, ainsi que les différents niveaux de stock que l'on peut visualiser sous forme de liste ici, si on en a à plusieurs endroits, ou directement via un panel détaillé ici qui permet d'avoir une vue sur les quantités réelles actuellement en stock, les quantités futures, qui elles vont se baser sur différents facteurs, notamment les réceptions si vous faites des achats de cette référence, mais également les livraisons de vos clients, les quantités qui sont justement en commande, celles qui seraient éventuellement en fabrication. Vous pouvez filtrer par société et par emplacement de stock pour avoir une vue plus fine de vos différents niveaux de stock. On retrouvera derrière un élément important qui va être les règles de stock. Donc, il va être possible de définir des règles qui vont venir organiser finalement votre gestion de stock. C'est-à-dire que pour la référence, dans cet entrepôt ou dans cet emplacement en particulier, je souhaite, lorsque je n'ai plus assez de quantité, fabriquer. Je pourrais également ne pas fabriquer et venir acheter, hein, c'est de la configuration que vous pouvez faire. Et vous avez ici capacité à venir définir des quantités minimales lorsque vous devez réapprovisionner, des quantités idéales, maximales. L'idée étant de pouvoir alimenter toute une base de règles de stock et provoquer, le cas échéant, de la planification de commandes ou de fabrication. On retrouvera lorsqu'on est amené à manipuler de la production tout un tas d'éléments sur les nomenclatures, les gammes de fabrication, les modes de valorisation et les différents cas d'emploi. L'intérêt ici étant d'avoir, encore une fois, au niveau de la même fiche, tous les éléments qui viennent se raccrocher pour avoir tout au même endroit. Dernier point, il va être possible de suivre la traçabilité dans Axelor. Donc elle est très importante pour un certain nombre d'activités. Il est possible de déterminer des numéros de suivi
qui vont pouvoir prendre une forme ou une autre en fonction de votre activité. Il peut s'agir de numéros de lot, donc qui vont encadrer un certain nombre de références. Il peut s'agir de numéros de série. Par exemple, pour un serveur, lorsqu'on parle du suivi, on va généralement communiquer le numéro de suivi. Et l'idée, c'est d'avoir possibilité, lorsque vous réalisez des mouvements de stock, on le verra tout à l'heure, d'indiquer quels sont les numéros de suivi pour avoir une vision très précise et très fine des différents mouvements qui ont eu lieu. On retrouve d'autres éléments comme le colisage, la masse, les différentes unités de longueur qui peuvent être utilisées pour essayer de vous donner des indications sur les différents contenants et la palettisation éventuelle, et puis des éléments de sécurité ou de gestion de la qualité. Maintenant que les éléments concernant la partie produit sont plus ou moins clairs, nous allons pouvoir passer au devis. Donc effectivement, le fait d'ajouter ici une ligne de ce serveur haute performance me permet, si je rentre dans le détail, de voir que l'unité, les prix et tout ce qui concerne notre fiche est venu se répercuter directement au niveau de ma ligne. Donc je peux avoir une vue sur les marges éventuelles que je vais pouvoir dégager avec cette référence, indiquer une adresse et des dates de livraison qui peuvent tout à fait être différentes pour chacune des lignes du devis. Elles donneront autant de mouvements de stock séparés qu'il y a de dates. L'intérêt étant de pouvoir plus finement organiser toute la partie livraison client. Je pourrais rattacher ce devis et cette ligne-là plus particulièrement à une affaire ou à une autre, configurer la méthode d'approvisionnement. Dans notre cas, j'ai du stock, donc je vais laisser le stock, mais j'aurais pu produire, sélectionner les différents éléments, nomenclature et gamme pour la fabrication, ou directement réaliser un achat en sélectionnant le fournisseur lorsqu'il est référencé en capacité de m'en fournir. Je vais fermer ma ligne. La vente de ce serveur peut aussi être accompagnée de la vente d'un autre élément. Je peux tout à fait décider d'ajouter une prestation de service et donc aller piocher dans mes profils disponibles. Il peut s'agir d'un consultant, par exemple, dans les données de démonstration que l'on a. Il peut s'agir aussi d'un technicien de niveau 1, de niveau 2, chacun ayant ses propres caractéristiques. Le technicien de niveau 2 ayant une unité journalière, je le vends 500 € par jour, lorsque le technicien de niveau 1, je vais le vendre plutôt à l'heure, et donc je le vendrai 60 € de l'heure. Le libellé produit, c'est-à-dire ce qui va apparaître sur le devis, ça peut être installation du serveur. Ça permet d'avoir les éléments et de savoir exactement ce que l'on va euh, vendre à son client. On retrouve ici différents onglets. Donc les niveaux de taxes sont eux directement calculés et ajoutés. Ces taxes peuvent être multiples. Axelor va supporter le multitax. On va retrouver ici des éléments sur la partie livraison, donc indiquer des dates peut-être de livraison globale et non pas ligne à ligne, les différents modes d'expédition, le transporteur, l'incoterm si on fait de l'international. On retrouvera ici la liste des factures lorsque notre commande aura été validée, éventuellement des ordres de fabrication, l'affaire qui va en découler, des échéanciers de règlement. Donc, il va être possible de définir les différents échéanciers pour le règlement de cette facture et de les piloter, de cette commande, pardon, et de les piloter directement depuis la commande. Il va être possible de choisir aussi différents types de modèles PDF pour la génération du document. Donc, il va être possible de finaliser et donc de faire avancer notre processus du devis brouillon au devis finalisé et donc de le générer dans le petit trombone dont j'ai parlé tout à l'heure. On retrouvera ici notre devis client que l'on peut à nouveau visualiser avec l'installation du serveur et donc notre serveur rack, ce devis pouvant être envoyé par email et se baser pas sur différents modèles que vous pouvez préparamétrer. Celui-ci est assez générique, il vient reprendre dynamiquement le numéro du devis ainsi que sa composition. Donc après, il est possible de venir directement sélectionner un compte email lorsque c'est fait. On voit que cet email est lié à notre commande et qu'il sera envoyé à notre client directement, Bourgeois Industrie, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas indiqué de contact particulier à ce niveau-là, au niveau du devis. Donc je vais simplement fermer cet email-là, théoriquement Bourgeois Industrie. Donc sur sa fiche, on retrouvera au niveau des emails ici notre devis S14 que l'on peut, si on a besoin, visualiser et on retrouvera les pièces jointes lorsqu'elles sont existantes. Donc ça me permet de vous montrer que les choses sont vraiment dynamiquement connectées les unes aux autres dans Accelor. Le devis étant envoyé, il va être possible derrière de confirmer la commande. Donc, cette manipulation peut être faite d'un simple bouton, en cliquant sur confirmer la commande. Les différentes règles de droit et règles de gestion peuvent par exemple masquer ce bouton lorsque le montant de la commande est supérieur à un certain seuil et n'autoriser qu'un certain nombre d'utilisateurs bien identifiés à confirmer les commandes. Il va s'agir de la même chose sur un certain nombre de process de validation que l'on peut imaginer. Lorsque je confirme ma commande, je continue d'avancer dans mon processus. Je vais retrouver à cet endroit-là
un passage du devis finalisé vers la commande confirmée. L'intérêt principal étant que lorsque je vais, maintenant vouloir générer un PDF, je ne générerai évidemment pas un devis puisque ma commande est enregistrée, mais je vais générer au contraire un accusé réception de commande ou ARC que je vais également pouvoir adresser à mon client pour lui confirmer la bonne prise en compte de sa commande. À partir de là, j'ai plusieurs options. On voit que les boutons ne sont plus les mêmes. Je peux modifier ma commande si j'en ai le droit. Je peux générer directement une facture pour ma commande. Je peux aussi générer ce qu'on appelle le BL pour bon de livraison. L'idée étant de prévoir dans le temps la sortie de stock. C'est-à-dire que mon serveur et potentiellement l'heure que j'ai prévue pour l'installer, je vais pouvoir aller prévoir dans le temps leur réalisation. Et derrière, partir de cette livraison pour facturer. Donc les flux sont différents dans Axelor. Il a plusieurs manières, hein, de venir organiser l'activité. La génération de ces sorties de stock, des ordres de fabrication ou de tout un tas d'autres éléments peuvent être complètement automatisés. Pour un échange et une démonstration de ce format-là, il est mieux de le faire manuellement. Je vais également pouvoir générer des commandes d'achat directement à partir de ma commande de vente. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire, hein. Si je sélectionne ma ligne de serveur, je peux venir générer une commande d'achat, sélectionner un des fournisseurs disponibles, par exemple Top Component, et venir basculer dans le module achat. Donc, venir ici récupérer une ligne avec un prix unitaire, le fournisseur, le contact que j'ai renseigné chez elle. On voit ici qu'on a ici une devise qui est différente. Donc, on va passer une commande en dollars. On verra à l'issue de cette commande-là au niveau de la facturation. Lorsqu'on va recevoir une facture en dollars, comment est-ce qu'on va basculer sur notre devise en euros? On retrouve évidemment un taux de taxe qui est nul, pas de TVA sur ce type de transaction, et on peut venir planifier à quel moment est-ce qu'il est nécessaire pour nous de recevoir cette marchandise. Supposons que j'en ai besoin pour la semaine prochaine, je peux indiquer le 7. Je peux également ici modifier la quantité puisque je suis encore au stade de brouillon, hein, ma commande n'est pas encore validée. Je peux, par exemple, demander un prix de 1 900 € pour le serveur à mon fournisseur et générer ce qu'on va appeler la demande. Donc l'outil étant permettre de, en anglais, puisque mon fournisseur n'est pas en France, Purchase Order Draft, voilà le serveur de performance dont j'ai besoin. J'aimerais avoir un prix ici. Et je peux aussi, si je le souhaite, indiquer une date de réception où le fournisseur peut s'en charger. Donc on retrouve la possibilité à nouveau de venir rattacher cette commande à une affaire, on ira voir de quoi il s'agit, ainsi que de modifier les différents paramètres d'impression. L'acheteur mentionné est ici. On retrouve également la date de la commande, la date de validation et le valideur lorsqu'elle est validée, ainsi que les différentes références. On retrouve ici qu'en interne, on est bien lié à notre commande 14 qui est ici. Donc, on a cette traçabilité qui se fait à tout moment dans l'application et on retrouvera ici nos différentes modalités de paiement. Nous paierons peut-être par prélèvement plutôt que par virement cette fois. Et donc, il est tout à fait possible de venir modifier à la volée pour une commande en particulier différents paramètres. Je vais demander, donc ce qu'on va appeler demander, c'est simplement passer au statut demandé et générer automatiquement le document que je vous ai présenté. Je peux aussi m'abstenir de fonctionner de cette manière-là et simplement passer des commandes d'achat. J'ai donc passé une commande fournisseur, hein, qui porte le numéro 10 que je peux également envoyer directement à mon fournisseur. Purchase order validated. Je vais pouvoir l'envoyer par email de la même manière que tout à l'heure et générer un bon de réception. Ce qu'on va appeler bon de réception, c'est la réciproque, hein, du bon de livraison que j'ai mentionné. Je viens planifier ma réception dans les stocks. Ça permet d'alimenter cette notion de stock futur qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Si j'en ai le droit, je peux modifier ma commande même si elle est validée parce que ça peut arriver. Et derrière, je vais pouvoir générer informatiquement ma facture fournisseur qui servira de contrôle et qui sera rapprochée de la facture effectivement reçue par le fournisseur. Donc, dans notre contexte, on va venir générer un bon de réception et basculer sur le module de gestion des stocks. Pour peut-être faire une petite parenthèse, on est passé du module CRM dans lequel on a vu le tiers, au module vente dans lequel on a fait un devis, au module achat dans lequel on vient de passer une commande, pour atterrir dans le module stock. Je ne suis à aucun moment revenu dans le menu de gauche, puisque les workflows, finalement, les flux sont logiques, sont assez natifs, et l'idée c'est d'éviter d'avoir des manipulations et des clics à foison à faire simplement pour organiser son activité. C'est aussi intéressant puisque si je n'ai pas à mon niveau accès au module achat ou au module vente, je ne les vois pas. Je peux néanmoins, à partir des actions de mes collègues, directement accéder au mouvement.
Donc mon mouvement porte le numéro 8, je vais le retrouver estimé au 7 avril, je peux indiquer la date à laquelle mon fournisseur dit avoir expédié la marchandise, supposons qu'il me prévienne aujourd'hui, la référence avec laquelle il a fait son expédition, les différentes adresses, indiquer des éléments un petit peu de BL dématérialisés, quel était l'incoterm, le numéro de suivi, le nombre de palettes, le nombre de colis. Je vais retrouver ici un lien vers ma commande fournisseur. Donc c'est important puisque toutes les pièces sur Axelor sont liées les unes aux autres. Il va être très compliqué de venir perdre le lien entre un mouvement de stock et autre chose, hein. Il est assez rare d'avoir à déplacer du stock sans raison. Néanmoins, si ça arrive, vous aurez cet endroit-là qui est vide, mais pour le cas présent, c'est bien lié à une commande. On retrouvera donc notre date estimée ainsi que la date réelle du mouvement lorsque j'aurai validé. Donc elle ne sera pas au 7 avril, mais au 31 mars. Vous pouvez, lorsqu'une réception est planifiée, ajouter un relevé de contrôle. Et donc là, on fait un lien direct avec le module de gestion de qualité Accelor qui permet, lui, de venir organiser de l'échantillonnage, de définir des critères d'acceptabilité et de déclarer ou non des non-conformités. Je vais aussi pouvoir avoir une gestion des reliquats. C'est-à-dire que si, il était prévu que je reçoive, plus qu'un serveur et que je n'en reçois qu'un seul, je puisse automatiquement venir replanifier la réception du manquant. Nous allons réaliser ce mouvement de stock pour, l'illustration. Il va passer du stade planifié au stade réalisé. Il est non facturé, je retrouve l'information à cet endroit-là. Je peux renvoyer mon matériel s'il ne convient pas via la génération d'un bon de retour. Et je peux aussi générer ce qu'on appelle la facture de contrôle, c'est-à-dire informatiquement prévoir la réception d'une facture fournisseur. Accelor permet de plusieurs manières d'automatiser ces éléments-là, notamment via de la lecture OCR, pour pouvoir, lorsque l'on charge la facture fournisseur, la rapprocher de la commande ou de la réception directement côté Accelor, et prochainement de pouvoir directement récupérer et faire ces liens avec la réception de facture via la plateforme agréée. Accelor étant d'ailleurs une plateforme agréée sur le site de l'État. Donc on retrouvera à cet endroit-là la ligne de notre commande, donc 1900 prix unitaire dollars et 1736 euros TTC. Donc la conversion vient se faire directement puisqu'Accelor permet également de gérer le multi-devise et donc de gérer des taux de conversion qui peuvent être automatiquement synchronisés depuis la BCE, Banque Centrale Européenne, soit qui peuvent être définis manuellement en fonction des besoins que vous avez. Je vais retrouver ici un numéro de facture, une date de pièce, donc la date à laquelle elle a été émise par mon fournisseur. Je peux passer par ce processus qui passe de brouillon à valider puis à ventiler. Lorsque je veux passer de brouillon à valider, je deviens derrière incapable de faire des modifications sur ma facture en elle-même. Je n'ai plus capacité à modifier son contenu. Je peux néanmoins toujours modifier des conditions de règlement ou le contact chez ce fournisseur-là, l'outil me demande de manière obligatoire de renseigner un numéro de facture ainsi qu'une date de pièce. Donc on peut mettre un numéro de facture ainsi qu'une date de pièce à aujourd'hui. On va le faire comme ça. Et je vais pouvoir la ventiler. La ventilation, c'est le passage en comptabilité et donc la génération des écritures comptables dans les comptes comptables qui sont associés. On retrouvera ces éléments-là au niveau de l'onglet comptabilité. Mon journal des achats a été alimenté, le compte comptable 400 à 100 qui est le compte de mon fournisseur et c'est l'écriture 18 qui est venue se générer à partir de cette commande d'achat. Donc la comptabilité intégrée Accelor a beaucoup de sens puisqu'elle évite des interactions avec des outils tiers et qu'elle permet aussi une gestion assez globale de la partie comptabilité. Donc on retrouve ici nos deux lignes sur nos deux comptes comptables. Donc, évidemment, pas d'écriture de taxes puisque le fournisseur en est exonéré. Donc, on retrouvera derrière capacité directement depuis cet endroit-là à venir demander ou en tout cas bénéficier d'un avoir, passer en irrecouvrable si on refuse le paiement au fournisseur pour X ou Y raison et on retrouvera la même logique côté client si nécessaire. Je vais pouvoir derrière enregistrer des paiements, donc je vais le faire manuellement, mais le module de comptabilité d'Accelor permet d'aller déclencher des sessions de règlement fournisseur, donc en venant lister les différentes factures qui doivent l'être. La connexion bancaire via les protocoles EBIX permet également le déclenchement de virements en les signant directement dans l'application Accelor pour que la banque effectue les différents paiements. Donc je peux tout à fait déterminer et décider d'aller payer mon fournisseur en sélectionnant ce RIB-là. Je vais le faire de manière comme prévu, hein, c'est un prélèvement, donc je peux l'indiquer. Le rapprochement bancaire va permettre aussi de réaliser ces opérations de manière automatisée. Et je retrouve à cet endroit-là un paiement qui est lié à une écriture comptable. Pour sortir un peu de la partie comptabilité et revenir ici, on va retrouver, si je rafraîchis à cet endroit-là,
un mouvement de stock qui est bien facturé. On retrouvera une commande qui est bien reçue et qui est désormais terminée et non validée. Et si je reviens encore une fois en arrière, je suis sur ma commande client qui va ici porter une commande fournisseur que je peux ouvrir et sur laquelle je peux voir la réception, sur laquelle je peux voir également la facturation. Donc toutes les briques Axelor sont liées les unes aux autres pour que aucune information ne puisse se perdre. Retournons à ce niveau-là. On a deux choses, donc un serveur à livrer et une installation à faire. Il va être possible d'aller, pour ce besoin-là, même si c'est simplement à titre de démonstration, générer une affaire. Alors, quel est l'intérêt de générer une affaire? Ça va permettre d'avoir un dossier unique. Donc, je vais venir générer directement mon projet, mon affaire. Je reviendrai dessus juste après. L'intérêt, c'est de retrouver ici une sorte de dossier qui va me permettre de venir agréger énormément d'éléments. Donc, premièrement, ma commande, évidemment, de vente, mais aussi ma commande d'achat que j'ai vue tout à l'heure. Peut-être des temps qui vont être passés, qui seront saisis sur un certain nombre de tâches, etc. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est également vous illustrer la partie modification de commande. Je suis capable ici d'identifier les commandes qui sont en cours de modification parce qu'elles n'ont pas encore été enregistrées. Je vois qu'ici, j'ai de la disponibilité. Évidemment, je viens de faire un achat, donc j'ai de la disponibilité. Je peux aussi décider de raccrocher manuellement cette ligne, par exemple, à mon affaire, si j'en ai besoin. Le fait de créer l'affaire avant, évidemment, la confirmation de la commande permet de réaliser toutes ces actions automatique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça dans cet ordre-là? Pour bien illustrer le fait qu'il n'y a pas de règle absolue de fonctionnement sur Axelor par défaut. Vous avez plusieurs moyens d'arriver au même endroit et que l'installation de l'outil et sa configuration vous permettront de répondre aux besoins qui est le vôtre. Donc, si on va regarder notre affaire, après avoir sauvegardé et validé nos différents changements, voilà. Qu'est-ce que l'on retrouve au niveau de notre affaire? Donc, on va retrouver un statut donc, qui est personnalisable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces étapes-là en ce nombre-là. Vous pouvez en avoir plus, moins et les nommer différemment. Elle concerne bien notre contact Luc Bourgeois, l'adresse de la société, c'est bien celle-ci. On va retrouver des dates de début et de fin que l'on peut renseigner. On peut aussi passer en cours à cet endroit-là, retrouver différents onglets qu'on n'ira pas tous voir. Un certain nombre sont très orientés, suivi de projets purs. Néanmoins, on va retrouver des éléments intéressants, notamment ici au niveau des données financières, un élément qui va être notre commande client ainsi que nos deux lignes, notre serveur et notre installation de serveur. On va avoir possibilité donc de facturer directement depuis notre commande, mais si on souhaitait le faire de manière un peu consolidée au niveau de l'affaire, on pourrait venir sélectionner ici les différentes lignes que l'on souhaite facturer, dans le cas où on aurait plusieurs commandes, plusieurs devis, plusieurs lignes. Donc il serait complètement possible d'aller piloter des affaires multicommandes. De la même manière, on retrouve ici une notion d'onglet achat. Donc, si l'on vient, par exemple, au niveau de notre devis et de notre commande, la rattacher également à notre affaire, ce qui peut être fait rapidement puisqu'on a accès à tout ça. Donc, elle est là. Voilà. Donc, on va retrouver également au niveau de cet onglet-là la capacité à voir notre commande fournisseur, la ligne de commande, mais aussi notre réception. Donc c'est important puisque, parfois lorsqu'on est amené à vendre plusieurs références, il faut qu'on fasse plusieurs achats, qu'on s'approvisionne à plusieurs endroits. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir centraliser l'intégralité des commandes qui concernent notre affaire, voir le détail de chacune des lignes ainsi que le statut de chacune des réceptions. Est-ce qu'on l'a bien reçu ou pas? C'est très important d'avoir ce niveau de détail. On retrouvera si nécessaire la notion de note de frais. Donc, on peut aller, si nécessaire, sur le module de gestion des ressources humaines, déclarer une note de frais qui peut être rattachée à l'affaire pour avoir un suivi et sa prise en compte dans les coûts globaux. Y rattacher des contrats, des ordres de production et piloter la facturation, comme j'ai pu le mentionner. Donc, il faut vraiment voir l'affaire comme le réservoir total, finalement, d'informations sur un projet en particulier. Donc, on va venir y lier des commandes, des temps, des notes de frais et tout un tas d'autres éléments. On retrouvera ici une notion de reporting donc qui permet, si on en a la nécessité, de venir, j'ai cliqué un petit peu trop vite, excusez-moi, voilà, on va recalculer, d'avoir une vue sur les différents niveaux de suivi pour les temps. Donc là, l'outil est en train de faire ses petits calculs et on va retrouver ici du temps de visée vendu, c'est-à-dire 0,13 jours, hein, j'ai vendu 1 heure. Je vais pouvoir suivre les temps qui seront passés, donc déclarer au niveau des feuilles de temps. Je peux aussi planifier du temps et avoir différents indicateurs qui, eux, vont me permettre d'avoir un suivi d'ensemble, finalement, de l'organisation de mon affaire, de mes équipes, ainsi que de la planification qu'on va aller voir juste après. On trouvera notamment une tâche ici,
celle de l'installation du serveur, donc qui a été créée directement à partir de ma ligne de commande installation serveur. C'est une ligne de commande, donc pour rappel, d'un technicien qui doit réaliser une heure d'installation sur ce serveur. Je peux venir sur cette tâche indiquer une date de début, une date d'échéance, si j'en ai la nécessité, indiquer que je peux imputer du temps dessus. Je vais retrouver une notion de temps passé si le technicien vient justement déclarer des temps. Ici, voir quel est le temps qui a été vendu et pouvoir planifier du temps si j'en ai la nécessité, retrouver les données financières. Elle ne sera pas facturée indépendamment de la ligne, mais je pourrais tout à fait avoir des tâches qui sont décorrélées de ma commande, qui vont me servir à venir piloter des temps passés que je refacturerai, qui vont être facturés forfaitairement, pardon, ou qui vont pouvoir être facturés à l'avancement en fonction d'une déclaration d'avancement en quantité ou en montant. Et donc, je retrouve d'autres éléments ici, ce qui vont me permettre aussi de voir qu'on a un statut hein, pour chacune de ces tâches, chaque tâche pouvant avoir un statut dépendant de sa catégorie. Il va être possible de voir que cette installation n'a pas encore démarré, elle pourra être passée au statut en cours lorsque le technicien sera effectivement planifié sur cette tâche et qu'il va la réaliser. Donc on retrouve ici un lien très fort hein, vers la gestion de projet au sens plus classique du terme. On retrouve d'autres onglets hein, qui sont tous très nombreux, notamment la configuration et tout un tas d'autres éléments. L'élément important au niveau de la partie, on va dire, organisation et gestion d'affaires, c'est souvent les plannings. Donc, il va être possible au niveau du module de gestion de projet, donc de retrouver la notion d'affaires, mais aussi la notion de planning. Donc, on peut évidemment retrouver son propre planning avec une vue consolidée, ainsi que créer des plannings un petit peu sur mesure. On va retrouver notamment le planning d'installation que j'ai créé pour cet exercice-là, qui va me permettre de récupérer les différentes personnes qui sont planifiables, hein, qu'on va mettre au planning, ainsi que les différents projets. Je peux tout à fait ajouter mon nouveau projet à ce planning et pouvoir derrière visualiser 2 typologies de planning, un planning de charge employée ainsi qu'un planning d'organisation, projet ou affaires. Le planning de charge employée peut être visualisé de cette manière-là. Donc on va retrouver pour chaque employé les différents projets sur lesquels il peut être planifié ainsi que la capacité à venir à la volée déterminer de la planification. Donc pour mon projet 5, l'installation du serveur, technicien, ce sera admin qui va s'en charger du 16 au 19. Je vais lui planifier une heure. Donc du 16 au 19, c'est peut-être un peu long, on va peut-être faire ça uniquement le 16, hein. Et donc ça va me permettre, si nécessaire d'ailleurs de le passer en temporaire, de venir créer dans son planning directement un temps. Si je le passe en temporaire, je retrouverai des hachures au niveau de ma petite planification. L'idée étant de pouvoir organiser un planning théorique jusqu'à validation, par exemple, de la disponibilité du client pour l'installation, mais aussi de pouvoir valider directement un planning en décochant le côté un petit peu temporaire de la chose. Thomas Lamy, lui, est sur une installation serveur sur un autre projet, hein, le projet numéro 4. Il va être ici occupé du 23 au 25. Je peux tout à fait demander à ce qu'il soit occupé plutôt du 24 au 26 parce que ça m'arrange. J'ai besoin qu'il soit libre à cet endroit-là pour directement venir lui planifier autre chose. Donc c'est une vue que l'on peut retrouver de manière assez détaillée à cet endroit-là. On peut également la retrouver de manière un peu plus synthétique directement comme ça. Donc on retrouve simplement une ligne pour savoir ce qu'ils ont à faire. Lorsqu'on a énormément de projets, c'est plus simple d'avoir une superposition d'éléments sur une seule ligne. Dernier point, c'est qu'on va pouvoir représenter ces éléments-là de manière par projet. Donc, je peux visualiser directement pour chaque projet les différentes personnes qui sont amenées à y intervenir et donc voir que pour mon projet 1, 2, 3, j'ai 2 personnes, pour mon projet SSK1, j'en ai 4, etc. Donc, pour mon projet 5, j'ai planifié admin, je peux tout à fait basculer ça à Thomas. Ça tombe bien parce que je lui ai libéré un petit peu de temps la semaine prochaine. Donc, on fera ça peut-être à cet endroit-là. L'idée principale, c'est de retrouver la capacité en jouant avec ces deux de manière fine, finalement, le temps de ses équipes et de ses projets. Et on retrouve donc Thomas, à qui il est organisé de faire deux petites choses, hein, le lundi et puis après les autres jours. Donc cette notion de planification, elle vient en lien avec les feuilles de temps et donc capacité à venir déclarer sur des feuilles de temps les temps passés, à venir raccrocher un certain nombre d'heures passées sur des projets, sur des tâches projets directement au travers de différentes interfaces lorsque l'on a la nécessité de le faire. Donc ces différentes heures viennent se lister sur les affaires hein, et vont permettre derrière, je vais rouvrir d'ailleurs l'affaire, de se retrouver au niveau des temps passés. Chaque feuille de temps va suivre un workflow qui est bien précis, que je vais pouvoir vous illustrer directement. Voilà.
Donc on retrouve en tant que manager une entrée de menu qui permet de voir quelles sont les feuilles de temps qui sont à valider. Et donc si je vais regarder à cet endroit-là, je vois qu'une feuille de temps est à valider pour admin de la période du 15 au 22 mars. Donc, il a déclaré avoir passé 7 heures par jour, le 20 et le 21, sans lien particulier avec des affaires. Il pourrait tout à fait indiquer qu'il a passé du temps sur le projet 5 et sur la tâche installation serveur, par exemple. Ça permettrait du coup d'avoir un certain nombre d'éléments qui remonteraient au niveau de l'affaire directement. Donc, je peux valider sa feuille de temps si j'en ai besoin. Et donc l'intérêt, c'est que je retrouve derrière une feuille validée et qu'au niveau de mon affaire, je retrouve une feuille validée avec une ligne de feuille de temps. 7 heures ont été passées sur ce projet. Si je mets à jour mes totaux, je retourne dans mon reporting au niveau de mon suivi des temps. Je vais effectivement retrouver ce qui était tout à l'heure, donc le temps de visée ainsi que le temps passé. Donc j'ai passé évidemment 7 heures à la place d'une heure, donc c'est beaucoup trop, mais ça permet derrière d'avoir cette vision de mise à jour en temps réel des différents éléments en fonction de la saisie des différents utilisateurs de l'application. Lorsque l'on a passé son temps et que l'on a livré son matériel, on va pouvoir refaire la même manipulation que tout à l'heure, hein, générer le bon de livraison. On va retrouver ici notre produit ainsi que notre prestation de service. Il est possible, avec la gestion de stock, de réaliser un certain nombre d'actions, c'est-à-dire scinder son mouvement par unité en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, la gestion de stock Accelor est assez poussée. Je vais retirer ma ligne d'installation pour vous illustrer un petit peu le fonctionnement. J'ai livré mon serveur, imaginons le 25 mars. Je peux réaliser ce mouvement. Ça va me permettre à la fois de le basculer en réalisé, mais aussi de retirer une unité des stocks de notre stock global, de serveurs haute performance. Lorsque c'est fait, je peux encore une fois générer un bon de livraison qui va lui uniquement porter sur mon installation de serveur. Donc je n'ai pas besoin d'aller, en permanence suivre ce qui a été livré, ce qui ne l'a pas été. L'outil le fait pour moi et lorsque je génère un certain nombre d'éléments, ça me permet, directement de pouvoir les suivre. Donc je peux aussi indiquer avoir réalisé 1 heure. J'en ai réalisé 7, mais en la cohérence, pour une démonstration. Et donc je peux derrière, pour chaque élément, chaque livraison, de manière dissociée, générer une facture. Cette facture va me permettre de basculer sur une interface qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui était plutôt orientée côté fournisseur, et qui va me permettre d'aller piloter la facturation client et donc valider, ventiler et passer en comptabilité toute la notion de flux client à partir de notre devis. Donc, on a sur cet exemple-là, hein, on a eu l'occasion de manipuler un certain nombre de modules avec une grande fluidité. On est parti du module CRM pour aller tapoter le module vente, achat, j'ai évoqué le module qualité, RH, gestion d'affaires, facturation, comptabilité, stock en un seul flux. Donc évidemment que, un utilisateur aura assez peu, le droit de faire ça dans la vraie vie. Néanmoins, en tant qu'administrateur, ça me permet de bien vous illustrer le fonctionnement de la plateforme avec ses liens. Lorsque j'ai terminé mon action dans mon périmètre, mes collègues peuvent directement agir puisque les informations sont toujours d'actualité au niveau d'Accélor. Au-delà de ça, il va nous rester une petite dizaine de minutes. Ça va me permettre de vous introduire un certain nombre de sujets qui sont importants. Hem, Notamment, la notion de configuration. Accelor est une plateforme très flexible. On va retrouver capacité à venir module par module configurer le fonctionnement de l'application. Donc, c'est un premier niveau hein, de configuration. Il va être tout à fait possible de venir, par exemple, au niveau de la gestion des stocks, indiquer que l'on souhaite rendre obligatoire le numéro de BL sur les réceptions. On peut venir réaliser et cocher le fait de générer des codes barres pour des numéros de suivi. Donc, beaucoup de configurations sont possibles module par module. Elles vont permettre de forcer un premier comportement côté Accelor. Le deuxième niveau de personnalisation, ça va être celui du low code. Donc, Accelor est une plateforme low code qui permet des modifications simples de l'ergonomie, effectivement, de l'application. Donc, si on reprend notre exemple de devis client, il est tout à fait possible que dans le cadre de mon activité, il me manque des informations. C'est tout à fait possible et je peux tout à fait, sur cet écran de gestion des devis et des commandes, venir directement ouvrir mon formulaire pour venir y faire des modifications. Ça peut concerner l'existant,
Je peux tout à fait avoir envie de changer la couleur d'un bouton, changer le titre d'un champ. Je peux également, si j'en ai besoin, venir rajouter directement ici un nouveau panneau qui portera des informations complémentaires. Complément, par exemple. Voilà, je vais l'appeler complément. Et sur ce petit panneau, je vais pouvoir venir ajouter un champ, par exemple, de saisie de texte. Texte. Je vais pouvoir également venir ajouter un champ de saisie de valeur numérique entière, hein. Je vais pouvoir venir jouer avec un champ de cases à cocher, mais aussi, si je souhaite simplement, enfin, si je ne souhaite pas juste m'amuser avec l'application, venir créer des liens. Créer des liens, ça passe par des champs relationnels. Ça peut passer par un champ relationnel de type de plusieurs à un, ce qu'on va appeler un many to one, et me permettre d'aller pointer vers un autre élément de l'application. On a vu tout à l'heure des affaires, on a vu tout à l'heure des mouvements de stock, on a vu tout à l'heure tout un tas de choses. On pourrait, si on en avait besoin, aller pointer sur un élément qui n'a strictement rien à voir, comme les véhicules, pourquoi pas. Et donc, ça me permettrait, moi, de venir, véhicule, visualiser un petit peu le résultat. Donc, je retrouverai ici un onglet complément avec une case à cocher et tout un tas d'autres éléments. Je vais d'ailleurs sauvegarder. L'outil va venir enregistrer mes modifications, rafraîchir mon écran pour me permettre maintenant, lorsque je suis sur des devis et des commandes, d'avoir accès aux compléments, à la case à cocher, à la saisie du texte, à la saisie d'un nombre entier et le choix d'un véhicule qui se base sur mes véhicules renseignés en base de données. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir possibilité de modifier cette interface Axelor pour la faire coller. Et pour ceux qui se posent la question, les véhicules sont ici. De faire coller finalement l'interface utilisateur aux besoins. Je peux avoir besoin d'informations complémentaires sur mes commandes, sur mes fiches clients, sur mes fiches produits, sur mes mouvements de stock. La flexibilité de la plateforme, elle passe par cette notion de studio pour permettre finalement d'adapter les écrans. Il est également possible de venir adapter directement les processus métiers qui sont exécutés au travers de ce qu'on appelle le BPM, côté Accelor, pour Business Process Management. Et c'est le fait de dessiner graphiquement les process que doit exécuter l'outil et derrière de les configurer. Nous n'aurons pas le temps, et ce n'était pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais ça permet de vous illustrer un petit peu les différents éléments. Dernier point, il va être important de comprendre que le virage de l'intelligence artificielle est pleinement pris par Accelor, il est pris même à bras le corps, et que de nombreux travaux sont en cours sur l'intégration de l'intelligence artificielle sur notre plateforme. L'un des plus avancés concerne la notion, par exemple, de business intelligence et la capacité aux utilisateurs finaux de venir demander à l'IA de construire des tableaux de bord. Ça va passer également, de notre côté par l'utilisation de l'IA dans, nos propres évolutions de l'outil Accelor. Et très prochainement, nous serons en mesure de présenter l'intégration de l'IA sur cette interface Accelor même, avec un assistant, permettant la réalisation de différentes d'une fiche client, d'une facture, voire même l'optimisation des ordres de fabrication en fonction de contraintes qu'on pourrait lui donner. Donc ces travaux-là, placent Accelor, clairement dans, la course à l'intelligence artificielle et pas seulement dans la course au logiciel ERP, d'aujourd'hui, mais plutôt celui de demain qui pourra permettre aux différentes entreprises de gérer leur activité de la meilleure, pardon, des manières. Donc je vais laisser malgré tout 5 petites minutes pour, les éventuelles questions qui arriveraient dans le chat pour ceux qui en ont. Alors d'ailleurs, je vérifie, il y en avait 11, hein. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Suzanne, pouvez-vous dire un mot sur la facturation électronique dans Accelor? Alors, Accelor, est pleinement, hein, conscient de la grande révolution de facturation qui va avoir lieu, a déposé et a été accepté en tant que plateforme agréée, pour la réception et l'émission de factures, format Facture X et autres, pour cette grande réforme qui aura lieu en septembre. Donc les travaux ont été menés pour qu'Axelor soit plateforme agréée directement, pour permettre donc cette émission et cette réception. Dans l'utilisation du studio, à quel point les modifications au travers du studio sont robustes aux migrations de versions? Alors, question intéressante, toutes les modifications qui sont effectuées au niveau du studio sont localisées
directement dans des projets, donc ce qu'on va appeler des projets. C'est-à-dire que toutes les modifications qui peuvent être effectuées donc, sont recensées. Ici, je vais retrouver la vue modifiée avec mes différents petits champs. Ces différentes modifications peuvent être directement exportées. C'est-à-dire que je peux sortir de mon application toute cette surcouche low-code, mettre à jour mon environnement pour la réintégrer par la suite. On a une, gestion finalement des montées de version qui est un petit peu différente de ce qui peut se faire avec du développement classique au niveau du low-code. Gaël, y a-t-il un écran avec une vision synthétique pour suivre les commandes d'achat par affaire, ligne de commande, quantité commandée, quantité reçue, et cetera? Alors ça va passer essentiellement au niveau affaire par affaire, donc on l'a rapidement évoqué, sur la partie synthèse. Donc peut-être que la question a été posée un tout petit peu avant, mais je vais retrouver ici mes achats, mes différentes lignes d'achat, donc avec les différentes quantités, ainsi que mes différentes réceptions qui sont liées directement à mes commandes d'achat. Le tableau synthétique qui va permettre de dire voilà l'ensemble des commandes d'achat liées à des affaires, c'est des choses qui sont complètement constructibles au niveau d'un outil de BI par exemple. Vous avez malgré tout capacité directement au niveau des commandes fournisseurs qui sont générées. J'en ai pas énormément, hein, il y en a beaucoup qui sont déjà validés, à venir indiquer que le projet n'est pas nul et donc vous allez filtrer sur toutes les commandes liées directement à vos affaires. Vous présentez quelle version, s'il vous plaît? Alors, la version présentée, c'est la version 9.0.5, donc qui est une dernière version en 9.0. C'est une version qui est très récente, qui sera très prochainement mise à disposition de tout le monde, et qui va vraiment représenter un bond technologique au niveau de notre framework Accelor Open Platform sur tout un tas de sujets. Donc, de toute façon, les éléments seront communiqués au fil de l'eau. Concernant le module portail client-fournisseur, comment pouvoir l'activer et le rendre disponible pour mes tiers? Alors, il n'était pas prévu que j'aborde cette partie-là, mais le portail donc Gouvy fournisseur, lui, va permettre effectivement de donner accès à des tiers externes aux données de votre ERP de manière sécurisée. C'est-à-dire que vous pouvez donner accès à vos clients à la consultation de leurs factures, à différents types de documents. Vous pouvez leur donner aussi capacité à venir interagir avec vous au travers d'un chat. Ça peut aussi être le cas de vos fournisseurs qui peuvent vous déposer des offres, par exemple. Donc, c'est une offre complémentaire à Accelor qui est aussi disponible de manière open source et donc que vous pouvez installer via un conteneur, par exemple. Comment le module BPMN s'inclut dans Accelor? Alors, le module BPMN est directement intégré à Accelor. On va retrouver ici l'accès directement au module BPM qui va permettre d'aller constituer directement les différents processus que l'on souhaite voir être exécutés dans Accelor avec l'accès directement aux différents éléments de la norme BPMN 2.0. Donc, chaque brique va pouvoir être configurée pour indiquer de quel type finalement d'éléments il doit s'agir dans l'application. Tous les BPM qui sont dessinés vont pouvoir être historisés, stockés pour avoir derrière évidemment une bibliothèque de processus et chacun peut être configuré à sa guise pour venir surcharger les comportements d'Accel. Y a-t-il un module de calcul de revient permettant de ventiler sur le prix de chaque article acheté les frais de transport et les droits et taxes à l'importation? Alors c'est un sujet qui est très spécifique. On a en ce moment un client avec lequel on est en train d'intégrer le logiciel Accelor qui a ces notions finalement de reventilation des frais, avec même par-dessus ça des notions de différence de prix de revient parce que la matière elle-même change de prix assez régulièrement. Donc il est dans la roadmap d'intégrer, des reventilations de frais de manière un petit peu plus poussée que, simplement devoir ajouter une ligne qui aujourd'hui répond assez mal à un certain nombre de secteurs d'activité. Où peut-on voir la différence entre les modules disponibles dans la version open source et la version payante? Alors, vous avez accès, par exemple sur l'environnement que j'ai ici, à tous les modules standards, hein, donc qui font pleinement partie de la partie open source et à tous les modules enterprise qui, eux, font partie de la partie payante. Donc, si je viens faire une liste ici, je vais pouvoir venir les grouper. Donc, les listes sont pratiques sur Accelor. Donc, on retrouve ici la liste des modules enterprise qui sont sur mon environnement. Et donc, on voit que l'écrasante majorité de ce que j'ai présenté, hormis la gestion de planning et la partie gestion d'affaires, sont natives Accelor. Bonjour, j'ai créé un compte sur le forum Accélère la semaine dernière et ce jour, il n'a toujours pas été validé. Alors ça, je ne vais pas avoir la réponse, donc je vais malgré tout remonter l'information de notre côté pour qu'on puisse valider votre compte sur le forum.
Bonjour, y a-t-il une version mobile de l'interface? Tout à fait. Cette interface-là est disponible sur le web directement via un smartphone. Vous pouvez en mode responsive accéder à ce que j'ai montré, mais vous avez également, je l'ai mentionné au tout début, une application mobile directement qui présente des écrans beaucoup plus adaptés à la mobilité et qui vont permettre, d'accéder à une bonne partie des différentes applications que j'ai pu présenter, mais vraiment destinées aux gens qui sont en mobilité. Bonjour, serait-il possible d'ajouter des modules complémentaires ainsi qu'une interface utilisateur sur mesure? Complètement. Le low-code donc que j'ai illustré pour pouvoir modifier, par exemple, ma fiche commande, peut être utilisé pour créer sur mesure un nouveau formulaire, et derrière y adosser un BPM qui va porter un workflow. Ce formulaire pourra tout à fait être connecté aux autres formulaires, aux autres, modules de l'application déjà existants pour faire du sur mesure, hein, du custom. Hem, donc l'idée, c'est aussi de se servir de, cette capacité de modification pour créer, par exemple, des petites fonctionnalités un petit peu satellites qui seraient manquantes sur l'application. Alors, je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Ah, mais je les ai prises dans le mauvais ordre. Je suis désolé, j'ai répondu aux plus récentes en premier. Bonjour, concernant les affaires projets, est-il possible de les imbriquer? Merci. Alors oui, tout à fait. Donc, pour vous l'illustrer rapidement, il va être possible, au niveau de chacune des affaires, dans les configurations, de venir les lier à un projet par an. C'est-à-dire qu'il va être possible de venir imbriquer des notions de projet et de sous-projet. L'intérêt étant de pouvoir, au niveau du reporting, faire de la consolidation directement sur les différents indicateurs pour avoir un pilotage plus fin. D'ailleurs, lorsqu'on est amené à générer une affaire ou un projet depuis une commande, on peut générer une affaire qui porte une tâche par ligne de prestation. On peut aussi décider de générer un projet ou un sous-projet par ligne, hein, c'est tout à fait possible. Bonjour, concernant ça je l'ai lu. Quel est le langage de programmation utilisé par Axelor? Alors Axelor est majoritairement codé en Java, donc avec d'autres langages qui sont ponctuellement utilisés comme le JavaScript, le Groovy et pour la partie front, on va plutôt parler de React. Heu, donc je pense que ça répond. Bon, on va pas rentrer dans un détail infini, mais il faut garder en tête qu'on est essentiellement sur du Java. La solution est-elle, disponible on-premise? Tout à fait. Axelor est une solution open source, donc complètement disponible on-premise. Vous avez possibilité d'installer votre solution directement sur vos infrastructures, sans aucune limitation.